Le journal politique, présenté par Elsa Charbit. Ludovic Pernet, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour ce journal politique. Je rappelle quand même à nos auditeurs que vous êtes secrétaire départemental des Républicains à Marseille. On va en parler derrière aujourd'hui. Vice-président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge de la vie étudiante et de l'enseignement supérieur. Et vous travaillez aussi beaucoup au sein du CESER, qui est le Conseil économique, social et environnemental de la région. Et ainsi, vous contribuez à faire avancer les choses pour les étudiants sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Parce qu'il va falloir relever des défis. Vous en êtes tous tout à fait conscience sur tout ce qui concerne justement nos étudiants, sur la mobilité, sur cette transition écologique. Et c'est avec une approche collaborative avec les autres acteurs locaux et régionaux que vous travaillez. Voilà, on a un peu placé les choses. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Puisque justement, vous vous occupez des étudiants, Ludovic Pernet, que cette vie étudiante vous tient à cœur, quelle a été votre réaction suite à ce qui s'est passé à l'université de Lyon 2, où un professeur a été obligé de quitter son cours parce qu'il a été, je cite, traité d'islamophobe et de sioniste pour avoir refusé que des étudiants puissent casser le jeûne que les musulmans puissent casser le jeûne et invoquant ainsi la laïcité du site. Est-ce que nous, on a des problèmes de ce type ici sur notre région et comment vous avez réagi suite à cette information ? Écoutez, ces informations sont scandaleuses. Nous, en tout cas, dans la région, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord que ça soit sur le logement étudiant, que ça soit aussi sur toutes les questions de mobilité, sur la culture également, parce que pour savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient et avoir ses racines. Et nous, dans notre région, on essaye évidemment de travailler avec les universités, même si nous n'avons pas la gestion directe des universités. Sûr. Mais vous travaillez avec les étudiants, on sur leur vie en tout cas sur leurs conditions de vie, leurs conditions d'études. On a plus particulièrement quand même en charge la question des lycéens sur la partie de la jeunesse, parce qu'en fait on prend le jeune dès qu'il rentre dans son lycée jusqu'à son insertion en fait, dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui c'est un tiers du budget régional qui est notamment investi en faveur des jeunes chaque année par la région, et donc on va intervenir sur le coût aussi de la santé avec le pass santé, parce qu'aujourd'hui trop de jeunes, trop d'étudiants ne se soignent plus à cause de ce coût-là. Et donc là aussi vous avez à travers le pass santé une aide au pouvoir d'achat des jeunes et des familles. Est-ce qu'il vous revient des problèmes justement sur la laïcité de ces lieux, puisque cette vie étudiante évidemment, que ce soit au lycée comme ensuite lorsqu'ils rentrent à l'université, elle se fait en toute laïcité? La laïcité, parfois elle est incomprise. La laïcité, ça ne signifie pas enlever le fait religieux, ça signifie dans l'espace de la République à ce qu'il y ait par exemple l'interdiction du port du voile à l'école, aussi dans les manifestations. En fait, la religion reste à l'extérieur de cette vie. À l'extérieur, en tout cas, dans les lieux sanctuarisés de l'école de la République. Et ensuite, c'est pas l'effacement du fait religieux. Absolument, et c'est important de le préciser et de le rappeler. Alors là, vous arrivez juste au micro de Radio JM alors que vous avez assisté aux premiers essais du tramway qui se passait place Castellane auprès de la présidente de la métropole, Martine Vassal. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais j'ai quand même envie de dire enfin. Oui, enfin, parce que ça faisait plusieurs années qu'il fallait faire une vraie révolution dans les transports. Et aujourd'hui, on voit que les initiatives sont prêtes. En tout cas, nous, à la région, on a investi déjà près de 5 milliards d'euros pour Marseille. La création de la cité scolaire internationale Jacques Chirac. La première cité scolaire internationale dans notre ville, en moins de 2 ans, on l'a faite. Ensuite, vous avez la grotte Cosquer, parce que c'est aussi la préservation du patrimoine. Et là, sur le transport, on relie le nord et le sud avec ce tramway, avec cette mobilité douce. Il y a la reconfiguration en même temps. C'est ça qui est important, c'est cette réhabilitation urbaine aussi qu'on fait autour de ces grands travaux de la mobilité. Tout à fait, et à l'intérieur, il faut bien sûr sécuriser les transports. Dans cette ville, quand même, dans la deuxième ville de France, je me disais toujours, mais pourquoi je ne peux pas utiliser mon téléphone dans le métro, comme à Paris où c'est possible notamment. Et aujourd'hui,
avec le département, la métropole, la région, on a pu travailler main dans la main pour qu'aujourd'hui, on puisse y avoir notamment la 4G au sein des transports, des métros, la question aussi sur les mobilités réduites. Je suis très touché par ces questions-là et donc là aussi, on avance. On avance, il y a encore du travail, du chemin. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, sur cette place Castellane qui est franchement magnifique, maintenant, il va falloir la sécuriser. Et là, c'est la responsabilité aussi de la ville de Marseille, de l'État. Nous, en termes de sécurité à la région, on n'a pas en charge, comme le maire, qui a la charge de. C'est bien pour ça que je ne vous ai pas interrogé sur la sécurité, mais sur cette mobilité à laquelle vous contribuez, même si c'est de la charge, bien évidemment, de la métropole. Mais la région amène sa contribution financière. Tout à fait, parce qu'on croit important d'aller vers cette révolution des transports. Et pour autant, sur la sécurité, on ne fait pas rien. Pour nous, non, mais c'est pas votre très important et c'est peut-être pas notre compétence première. Voilà, c'est pas votre compétence première. On a des plans de financement pour aider les communes à s'équiper avec des caméras de vidéoprotection, avec de l'équipement pour la police municipale, pour améliorer aussi le quotidien au niveau de la sécurité. On voit bien le collaboratif, je veux dire. Pour avancer sur un territoire, il faut que les communes, le département, la région, la métropole et la région travaillent ensemble, main dans la main. Ça se passe plutôt bien. Ben, en tout cas, nous, on travaille dans l'intérêt. Les choses avancent. Dans l'intérêt des habitants de cette région, dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais. Alors, bien sûr, on n'a pas la même philosophie de pensée avec tous. Par exemple, avec la ville de Marseille, oui, on n'a pas la même philosophie. Quand eux sont arrivés en responsabilité, qu'ils ont décidé de faire un moratoire sur les caméras de vidéoprotection, bien pendant plusieurs années, on a perdu du temps. Marseille a perdu du temps. Bon, le process s'inverse. Ben, en tout cas, il semblerait. semble avoir pris conscience, après plusieurs années d'arrêt de cette question-là, de l'importance des caméras de vidéoprotection. Pour autant, il faut aller bien plus loin. Moi, je propose aujourd'hui de faire comme Nice, par exemple. Pourquoi à Marseille, alors qu'à Nice, ça existe, vous n'avez pas de bouton d'appel d'urgence dans la rue qui permet, en fait, en cas de problème, à tout un chacun de pouvoir appuyer. Ça remonte au centre de supervision urbain. C'est peut-être des projets qui seront proposés pour un deuxième mandat par la municipalité. Ça fera en peut-être tout cas, partie de leur projet. Nous, on les propose aujourd'hui et je pense qu'il faut aller bien plus loin. Quand vous avez une ville où l'État investit massivement dans le plan du Marseille en grand et pour autant vous avez seulement 1,54% de ces fonds qui ont été utilisés, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Alors, on voit bien que les municipales se préparent. Et d'ailleurs, on a tous vécu un week-end extrêmement politique. Si on voit déjà ici, localement, vous avez accueilli Bruno Retailleau, qui était à Marseille, donc en campagne pour la présidence des Républicains, donc votre parti politique. Vous y étiez, bien sûr. Comment ça s'est passé ? C'était un grand succès. Mais un grand succès, pourquoi ? Parce qu'il y avait quand même un paradoxe dans notre pays. Jamais les Français n'ont été autant à droite. Et pourtant, la droite républicaine était rétrécie. Et aujourd'hui, on a une incarnation à travers Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, qui parle vrai, qui n'a pas peur de défendre ses convictions et ses idées, qui ne s'excuse pas d'être de droite. Moi, je me suis engagé à 14 ans dans la chose publique. Plus jeune élu, d'ailleurs. Vous avez été le plus jeune élu, je crois, 20 ans. Tout à fait, mais ça impose, au-delà de la question de la jeunesse, ça impose la responsabilité. Et vous savez... Donc c'est votre candidat, Bruno Retailleau, pour la présidence des LR ? Oui, bien sûr, c'est mon candidat pour la présidence des Républicains parce qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver une droite fière de ses valeurs, une droite qui est incarnée. Et aujourd'hui, il est plus à même de... Le fait qu'il ait accepté justement ce poste de ministre, vous le voyez comment ? C'est du courage ? Parce que c'est aussi se confronter à la réalité du quotidien, à la réelle politique. C'est pas seulement avoir des idées pour des campagnes. C'est du courage, ça va le servir, ça va le porter. Comment vous analysez les choses, Ludovic Pernet ? Lui-même l'a dit, 6 mois avant, il y a 6 mois, il n'imaginait pas se retrouver ministre de l'Intérieur, d'un gouvernement avec comme Premier ministre François Bayrou et en président de la République Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est qu'après cette dissolution que franchement personne n'a compris, il faut se le dire, et qui était, je pense, une erreur, il y avait 2 possibilités. Soit la droite prenait ses responsabilités,
soit on se retrouvait avec Monsieur Delogu ministre, avec Madame Rousseau ministre. Est-ce que vous imaginez une seule seconde les répercussions que cela aurait pu avoir pour le quotidien des Françaises et des Français? C'est un gouvernement qui n'aurait pas tenu. En tout cas, le risque existait et aujourd'hui, Bruno Retailleau a pris son courage à main et aujourd'hui ministre de l'Intérieur et porte des réformes courageuses. Est-ce que vous pensez qu'on risque une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? Parce que ça fera 1 an, en mois de juin. Est-ce que c'est un risque que vous envisagez? Est-ce que Bruno Retailleau en a parlé? Non, il est ministre de l'Intérieur, il est dans l'action, dans ses responsabilités, la question de la sécurité, la question migratoire. Il ne se projette pas dans ce question, genre. Pour l'instant, il travaille, il verra les choses. C'est le président de la République qui ensuite décidera. Oui, c'est à lui qu'appartient cette possibilité. Alors, je parlais d'un week-end très politique. Vous avez connu Bruno Retailleau. Il y avait des manifestations de soutien à Marine Le Pen et puis des contre-manifestations, comme ici à Marseille, place Castellane. Je rappelle que ces manifestations de soutien à Marine Le Pen étaient vis-à-vis du jugement le premier jugement qui a été rendu et le fait qu'elle ne soit pas éligible pour l'instant et dès maintenant, quelle que soit la décision qui pourra être rendue en appel. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des manifestations pour la soutenir et contre aussi place Castellane. Comment vous avez-vous perçu cette décision de justice rendue vis-à-vis de l'action de Marine Le Pen lorsqu'elle était députée européenne? Je suis respectueux des institutions de mon pays, des institutions de la République et particulièrement de l'indépendance de l'autorité judiciaire. En réalité, sur cette question-là, vous avez un jugement en première instance qui a été rendu. Madame Le Pen a été condamnée, comme tout un chacun si vous commettez une faute. Oui, c'est l'égalité devant la loi. C'est pas parce que vous êtes une femme ou un homme politique que vous êtes au-dessus ou en dessous de la loi. Donc elle a été condamnée, elle a fait appel. Là maintenant, la question qui se posait, c'était la question de l'exécution provisoire, parce que, en fait, pour que nos auditeurs comprennent bien, quand vous faites en principe appel d'un jugement, eh bien les condamnations sont suspendues. Là, le magistrat a décidé de mettre l'exécution provisoire des condamnations. Ce qui existe dans la loi, ce qui est possible, évidemment. Et en fait, c'est exactement ce que vous dites. C'est pas les magistrats qui l'ont inventé, c'est le Parlement qui a voté cette loi. Et donc, si les parlementaires considèrent que... qu'il y a un risque réel, c'est la condition dans la loi. Exactement. Qu'il y a un risque réel. Et donc, je ne suis pas parlementaire, mais en tout cas... Ni juriste. Je suis avocat. Vous êtes avocat. Mais pour autant, en tant qu'avocat, je n'ai pas aujourd'hui accès au dossier. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut respecter les institutions de notre pays et qu'il faudra battre le Rassemblement national dans les urnes. Donc vous ne comprenez pas ce soulèvement, ce soutien qui est fait par, évidemment, ceux qui soutiennent le Rassemblement national, qui est fait en parlant de Marine Le Pen, de ce jugement? Je crois qu'il ne faut pas s'attaquer pour vous, c'est politique, parce qu'elle dit que c'est une décision politique qui a été rendue. En tout cas, dans les différentes enquêtes d'opinion qui ont pu sortir, très majoritairement, les Français comprennent cette décision de justice. Pour autant, je crois qu'il faut battre le Rassemblement national dans les urnes. Que ce soit Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre. Et qu'il serait quand même préférable que la décision d'appel puisse intervenir avant l'élection présidentielle. Au moins, il n'y aura pas de risque de tout soupçon, en tout cas. Après, dans les volontés de vote, dans les décisions de vote, ça ne change pas. Que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, sans nommer celui qui porte aujourd'hui le parti, ça ne changera rien. Les intentions de vote sont les mêmes. Je combats en tout cas... Donc c'est le combat contre le parti qu'il faut porter. Le parti, mais au fond les idées. Oui, bien sûr, évidemment. Et pour autant... On ne combat pas quelqu'un si soi-même on n'a pas des convictions fortes. C'est quel projet on veut porter. Bien sûr. C'est pas uniquement être contre les extrêmes. C'est dire je crois en l'autorité, je crois qu'il faut contrôler la question migratoire. Mais contrairement au Rassemblement national, je crois que l'immigration zéro, ça n'existe pas. Et donc je ne suis pas dans le racisme, dans le rejet de l'autre, mais bien au contraire, je crois qu'on peut être ferme, qu'on peut être en même temps libéral d'un point de vue économique. Aujourd'hui, regardez le plan économique de Madame Le Pen et des idées du Rassemblement national. C'est quasiment l'extrême gauche.
Alors justement, puisque vous parlez de programme, vous avez de vision politique, la première échéance qui va se présenter à nous, ce seront donc les élections municipales. Alors, Ludovic Pernet, ma question peut-être stupide, mais comment reconquérir Marseille? Parce que c'est quand même l'idée que vous avez à droite, que les LR ont. En bref, est-ce que vous avez déjà un candidat pour aller au combat pour la mairie? Avant d'avoir un candidat, il faut avoir une méthode, un projet, une volonté, une vision. Mais il faut l'incarner, ce projet. Et bien sûr qu'il faut l'incarner. Et donc, c'est ce à quoi nous travaillons. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on voit bien qu'il y a des problèmes dans notre ville, que notre ville est aujourd'hui malade, que notre ville se retrouve dans une question de paupérisation du centre-ville. Vous avez vu aussi les intentions de vote des Marseillais, qui donne quand même beaucoup de voix au maire sortant, s'il se représente, et qui n'a pas intérêt de toute façon à se déclarer tout de suite, vous le savez. Alors c'était au-delà d'une question, c'était pas une intention de vote, mais un baromètre qui donne une image à l'instant T. Moi, ce que je crois, c'est que, et en tout cas c'est ce avec quoi mes amis politiques nous travaillons, c'est être fier de ses idées, les défendre, et construire un contenu. Et construire un contenu. La question de l'incarnation, elle viendra ensuite. Mais en tout cas, il n'y a pas... je crois que Renaud Muselier et Martine Vassal sont aujourd'hui les plus à même à mener ce combat. Et nous devons porter une ambition au service des Marseillais. Parce que vous parlez d'ambition, et certains ont des ambitions aussi, d'être candidat, d'aller à la mairie, de se présenter. Je pense par exemple à Frédéric Collard. Ça peut être une candidature. Selon vous, est-ce qu'il faut un nom, vous avez cité tout de suite Renaud Muselier et Martine Vassal, donc vous croyez plus en cette incarnation-là pour pouvoir lutter et pouvoir reconquérir la mairie de Marseille? Je crois qu'il va falloir, bien sûr que l'unité sera nécessaire. Mais elle me semble obligatoire. Mais elle est fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. Et elle n'est pas suffisante parce que c'est qu'est-ce que nous voulons pour les Marseillais dans 10 ans et dans les prochaines années. C'est une ville plus apaisée, c'est une ville plus sûre, c'est une ville aussi, on vous explique qu'aujourd'hui la ville serait plus verte. Est-ce que vous avez vu quelque chose changer à ce niveau-là? Et donc, vous savez, une élection municipale, c'est pas un parti politique. C'est la rencontre. Je suis tout à fait d'accord. Un homme et une population. Tout à fait. C'est une évidence. C'est la particularité des municipales. Un homme ou une femme. Une personnalité politique. Et avec une équipe qui doit s'engager. Moi, je suis élu aujourd'hui dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille et dans l'opposition, la droite républicaine. Je suis dans une opposition ferme, mais à la fois constructive. Quand les choses ne vont pas, je le dis. Quand les choses vont bien, j'avance. Mais force est de constater aujourd'hui que il y a un travail immense à faire et que aujourd'hui on pourra proposer un projet alternatif aux Marseillaises. En septembre? Dans les mois qui viennent. À la rentrée? Normalement à la rentrée. Il faudra qu'à la rentrée, effectivement. On a un projet et une personnalité. Tout à fait. Bon, alors on attend ça pour en parler. Et je finis juste 2 mots pour dire que la région va porter un nouveau prix avec le Fonds social juif unifié, le prix Eli Kakou, justement pour lutter contre les préjugés. Ça va tout à fait dans le sens de votre travail, dans les idées qu'a cette collectivité d'avancer avec les lycéens pour abattre des préjugés. Tout à fait, pour lutter contre l'antisémitisme et l'antisémitisme qui se et cache pas que, contre tous les préjugés. Se cache derrière parfois aujourd'hui l'antisionisme et notamment pour nous ce qui est fondamental, en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de transmettre. Quand on emmène les lycéens à Auschwitz-Birkenau, quand on les emmène au camp des Milles, bien sûr. C'est bien sûr pour que on puisse transmettre aux jeunes générations, quand ils sont nés, quand nous sommes nés, nous ne sommes pas nés d'une histoire qui est avec une feuille blanche. C'est leur rappeler cette histoire et celle du territoire. Exactement. C'est extrêmement important. Et porter l'amour, bien sûr, de notre pays. Vous savez, quand mon père est carrossier, je suis aujourd'hui avocat, tous les métiers sont importants, mais si aujourd'hui je me suis engagé aussi, c'est parce que je veux agir et que mes parents m'ont donné des valeurs très fortes,
l'autorité, toute la question de la transmission. Le dépassement de soi, et que l'école de la République m'a aussi formé, donc je veux rendre aussi tout cela à ma ville, à ma région et à mon pays. Tout à fait. Merci beaucoup Ludovic Pernet d'avoir répondu à nos questions, et puis à très bientôt. Merci Elsa.